Bonjour tout le monde, on continue toujours notre travail autour de notre langage Java. Dans cette vidéo, on va vous présenter les instructions de base. Quoi que ce soit le langage de programmation que vous utilisez, vous aurez besoin de ces différentes instructions pour monter votre programme pas à pas jusqu'à arriver à la réalisation de votre produit. Durant cette présentation, de passer à l'atelier, on va parler de la notion de données, les types. Si vous voulez écrire une information, quelle est l'instruction capable de faire cette opération, la lecture, les opérateurs d'affectation, et par la suite, on va parler des différentes structures, à savoir les structures conditionnelles et les structures répétitives. Et on va terminer comme toujours par la mise en pratique de ces différents concepts. Comme je vous ai dit la dernière vidéo, donc le langage Java, c'est un langage orienté objet. Du coup, il se base sur la notion de classe que je vous ai montré la dernière fois. Le premier concept qu'on va exposer ensemble, c'est la notion de données. En général, votre algorithme ou bien votre programme il dispose des données. Ça peut être une donnée d'entrée, ça peut être une donnée de sortie, ça peut être une donnée intermédiaire. Donc, vous aurez besoin pour assurer la communication entre tout ce qui est donné par l'utilisateur et tout ce qui est fourni par votre programme. Une donnée en général se caractérise par quatre caractéristiques, à savoir son nom, c'est son identificateur qui va la différencier aux autres données, son type, donc ça peut être un type numérique, ça peut être un type chaîne de caractères, ça peut être un type logique, vrai ou faux. Il y a sa nature, donc soit votre donnée c'est une donnée qui est variable, des coups elle est censée changer sa valeur durant l'exécution du programme, soit votre donnée donc c'est une donnée qui est constante, qui est stable, qui garde la même valeur. On prend l'exemple de TVA, donc si vous appliquez un TVA 20% sur l'achat des produits, il apparaît bien que la valeur de la TVA c'est une valeur qui est fixe, des coups il garde la même valeur durant l'exécution de votre programme. La quatrième caractéristique, c'est son adresse. Comme vous savez, quand on exécute un programme, automatiquement en arrière-plan, on fait appel à la mémoire. La mémoire, elle est gérée par votre système d'exploitation, quoi que ce soit son type, Linux, Mac, Windows ou d'autres. Du coup, toutes les données que vous allez utiliser ont besoin d'un emplacement mémoire pour qu'on puisse stocker ces valeurs au fur et à mesure afin d'accéder par la suite. Parmi les caractéristiques que je vous ai présentées tout à l'heure, je vous ai parlé des types. Le type en général, on peut la définir avec la façon suivante. C'est le nombre ou bien c'est l'ensemble des valeurs qui peut prendre une donnée. En langage Java, on peut parler de deux types. Il y a les types de base, bien les types primitifs, il y a les types de référence. Sur le schéma suivant, comme vous voyez, donc les différents types orientés Java, on peut différencier entre les types primitif, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est tout ce qui est integer, tous les entiers, short, byte, int et puis long. La différence entre ce type, c'est la taille occupée au niveau de la mémoire, puisque là, entre parenthèses, une remarque très importante, toujours lorsque vous développez votre programme, il ne faut pas oublier le facteur de performance et des couches. Si ma variable, c'est une variable qui ne dépasse pas certaines valeurs, alors là, il faut lui donner un type qui est le plus adapté pour garantir la performance de votre programme. Vous avez les floats ou bien les réels. Donc, on peut parler de deux éléments, deux types en général, les doubles et puis les floats. Donc, vous avez les chars, les caractères. Et normalement, en informatique, quand on parle d'un caractère, ça peut être une lettre, majuscule, diffère de minuscule, ça peut être un chiffre, comme ça peut être un symbole. Et puis, vous avez les booléens, c'est ce qu'on appelle les données en quelque sorte logiques, que vous soit 0, soit 1, soit vrai, soit faux. Il y a d'autres types de données, comme je vous ai dit tout à l'heure, deux références, à savoir les strings, donc les chaînes de caractères, donc c'est un type complexe, c'est un type qui est de référence, les arrays, qui veut dire les tables, les classes qu'on va créer ensemble, les interfaces, ainsi de suite. En fin de compte, vous avez deux types, vous avez les types primitifs, vous avez les types de référence. Les types de primitifs ou bien de base, ils regroupent tout ce qui est orienté
chiffres, tout ce qui est orienté caractère, tout ce qui est orienté logique, vrai ou faux. Tandis que la partie de référence, on peut parler des strings, on peut parler des arrays ou bien les tableaux, on peut parler des classes, etc. La première instruction qu'on va découvrir ensemble, c'est l'instruction d'écriture, write, ou bien l'instruction d'affichage. Dans l'exemple suivant, donc je vous demande de remarquer que la première instruction, il permet de déclarer une variable de type entier, qui vaut la valeur 1 pour le moment. Ici, vous avez donc les différentes possibilités que vous pouvez manipuler avec votre méthode d'écriture. Java, comme tous les langages de programmation, il vous fournit donc la méthode suivante, system.out.println, bien print, qui permet donc d'afficher ou bien de communiquer un résultat avec l'utilisateur. Là, je vous demande de remarquer, la première des choses, c'est que pour la deuxième instruction, j'ai utilisé print. Pour la deuxième, j'ai utilisé println. La première différence, c'est que print, il affiche ce message, il reste sur la ligne. C'est-à-dire, s'il y a un autre affichage qui va venir par la suite, il doit être affiché juste à côté. C'est le cas ici. Cette instruction affiche instruction d'affichage et juste à côté, elle affiche test class Java. Println, le ln, ça vient de new line, c'est-à-dire écrire ce résultat et passer à la ligne suivante. Au cas où il y a un autre affichage, il doit être sur la ligne suivante. C'est le cas ici. Une fois que cette instruction est affichée, quand on demande une autre fois la méthode ou bien l'action d'écriture, donc il y a un saut de la ligne. Quand on écrit system.out.println x, je demande de remarquer deuxièmement que pour les deux premières instructions, on a utilisé les doubles cotes. Les doubles cotes sont utilisés dans le cas où vous voulez afficher le message tel qu'il est. Je vous demande de remarquer pour la deuxième et la troisième instruction, le message s'affiche tel qu'il est. Instruction d'affichage et puis test class Java. Quand vous voulez afficher la valeur d'une donnée, alors dans ce cas-là, notre donnée c'est une variable. Dans ce cas-là, vous aurez dû faire la chose suivante. À l'intérieur de votre action, vous allez passer un paramètre sans les double cotes. La dernière instruction, c'est la situation où vous voulez afficher donc un message qui est composé d'une partie fixe qui s'affiche dans toutes les exécutions, une partie variable qui va afficher la valeur de la donnée en général. Et ici, je vais demander de remarquer, le message fixe, il est délimité entre double cotes. Le plus SU, c'est la concaténation pour dire au système, affichez pour moi ce message, et juste à côté, afficher la valeur de X. C'est ce qu'on vient de voir ici. Donc voilà les différentes situations que vous pouvez rencontrer pour utiliser l'instruction d'écriture en langage Java. Pour la lecture, l'instruction de lecture, c'est l'action bien l'ordre qui permet à votre utilisateur d'introduire ces données pour qu'on puisse travailler avec et générer donc un résultat par la suite. En langage Java, donc on peut parler de plusieurs méthodes. Parmi ces méthodes-là, il y a la lecture à l'aide d'un buffered reader. Il y a une autre méthode qui se base sur une classe prédéfinie qui s'appelle scanner. Donc, durant l'atelier qu'on va mettre en place ensemble, on va découvrir les deux situations. Ça, c'est un exemple de buffered reader. Donc, on déclare une donnée de type buffered reader. Cette donnée-là, il attend que les informations seront introduites par l'utilisateur à partir de son périphérique d'entrée par défaut qui est le clavier. Si dans la lecture, l'écriture, on a utilisé le system out, vous allez remarquer qu'ici, on utilise le system in. On demande à l'utilisateur de saisir donc une chaîne de caractères. On vient de déclarer dans la troisième instruction une chaîne de caractères. Je l'ai appelé clavier, vous pouvez bien sûr l'appeler quand vous voulez, mais surtout, il faut choisir des noms significatifs qui vont faciliter la maintenance et la mise à jour de votre programme. Readline, donc lire toute la ligne, c'est-à-dire tout ce qui est écrit par l'utilisateur. Une fois qu'il appuie sur la donnée, sur la touche entrée, automatiquement on va capturer les valeurs et les informations saisies par lui. La deuxième solution, elle se base sur une autre classe, une autre bibliothèque si vous voulez en quelque sorte, c'est le scanner. J'ai déclaré une variable keyboard de type scanner. Je l'ai branché avec le périphérique d'entrée par défaut de votre ordinateur système in, c'est le clavier. Je demande à l'utilisateur de saisir la valeur
Et là, donc, ce qu'il faut retenir avec le scanner ou bien les autres méthodes, c'est que la lecture d'une donnée de type int, ça diffère de la lecture d'une donnée de type float. Du coup, vous allez voir, et on va voir par la suite, qu'il y a plusieurs méthodes qui sont capables de lire en se basant sur le type que vous attendez de l'utilisateur. Bien sûr, comme tous les langages de programmation, vous aurez besoin de faire de l'affectation. Du coup, en langage Java, comme en langage C, C++ et d'autres, l'opérateur d'affectation principal, c'est égal. Donc, vous avez donc l'opérateur plus égal. C'est l'équivalent ici quand on fait i plus égale 20, c'est comme vous avez écrit i est égal i plus 20. I moins est égal à 10, c'est quand vous avez fait i est égal i moins 10. I étoile 2,5, c'est quand vous avez multiplié donc i par i reçoit i fois 25, ainsi de suite. Ce sont des abréviations qu'on utilise pour faciliter donc l'écriture des expressions au sein de notre programme. Le i pourcentage 10, c'est comme i, la nouvelle valeur de i, égale l'ancienne valeur modèle 10. Donc le reste de la division euclidienne de i par 10. Ainsi de suite. Après avoir présenté donc les instructions de base, à savoir lecture, l'écriture et puis l'affectation, on passe à ce qu'on appelle les structures conditionnelles et par la suite les structures répétitives. Alors, comme vous savez, parfois, quand on exécute un programme, avant de générer donc une réponse ou bien un résultat, il faut satisfaire certaines conditions. C'est donc le rôle de cette structure conditionnelle. Donc, vous avez trois types. Donc, vous avez la structure conditionnelle simple, if, on s'intéresse seulement de la condition. Il y a la structure donc sélective, c'est lorsqu'il y en a le if, le else. Si la condition est vérifiée, vous allez faire une tâche. Si la condition n'est pas vérifiée, vous allez faire une autre tâche. C'est ce qu'on appelle la structure conditionnelle sélective ou bien alternative, puisque vous allez alterner entre les deux situations. Vous avez le switch dans le cas donc des conditions qui dépassent. Si vous êtes dans un programme dont le nombre de conditions dépasse 3 conditions, donc pour des fins d'ergonomie et puis de lisibilité de votre code, vous allez donc utiliser donc cette structure conditionnelle qui s'appelle la structure conditionnelle multiple. Par exemple ici, vous avez une variable de type int qui vaut la valeur 82. Vous avez une variable char qui porte le nom grade. Si l'exam score est supérieur ou égal à 90, donc vous aurez grade A. Sinon, donc ici c'est un exemple avec des if-else imbriqués. S'il est supérieur à 80 et bien sûr inférieur à 90, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va rentrer dans cette condition? Lorsque l'exam score est inférieur strictement à 90. S'il est inférieur strictement à 90, mais supérieur ou égal à 80, donc vous aurez grade B, ainsi de suite. S'il s'agit donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, s'il s'agit de conditions qui dépassent le nombre 3, de préférence, on peut basculer vers switch qui représente une structure conditionnelle multiple. On vient de déclarer notre variable nombre avec une valeur 15. Switch nombre. Si notre nombre est dans case, donc là vous avez la liste des cas. Case 1, vous faites ce travail. Break, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez dire au système, c'est pas l'appel de continuer le processus. J'ai trouvé l'élément, il faut s'arrêter à ce niveau. Case 2, vous faites le travail et vous sortez, ainsi de suite. Si l'utilisateur fournit une valeur qui sort de cet intervalle, automatiquement, on va exécuter un cas par défaut, c'est ce qu'on appelle default. À ce niveau-là, donc on affiche le message en question. Le deuxième élément, ou bien le deuxième concept en termes de structure, c'est ce qu'on appelle les structures répétitives. Souvent, lorsque vous développez votre programme, sûrement vous allez rencontrer des traitements qui se répètent. Pour bien organiser votre code et votre structure, vous allez utiliser donc l'une des structures suivantes. Alors Java, comme tous les langages de programmation, il vous propose le for. Si vous connaissez le nombre d'itérations, vous allez utiliser la boucle for. Vous connaissez combien de fois vous allez répéter. Une fois qu'on avance, lorsqu'on va travailler avec les
list, donc on va utiliser un mot-clé for each qui permet de parcourir d'une façon plus, si vous voulez, esthétique votre tableau, votre liste, etc. La deuxième structure répétitive, c'est le while. Bah, while, il est utilisé dans le cas où vous ne connaissez pas le nombre d'itérations, il est inconnu pour vous. Et while, il permet de vérifier la condition avant l'exécution. Il y a une autre situation, le do while, faire, puis contrôler, puis vérifier. Donc, il est utilisé dans le cas où vous ne connaissez pas le nombre d'itérations. Et contrairement à ce que je vous ai dit par rapport à while, do while, il permet d'exécuter les actions et par la suite faire les vérifications nécessaires. Ici, dans l'exemple 1, vous avez donc le for avec les paramètres suivants. Le premier paramètre, c'est ce qu'on appelle le contour. Une variable, il faut déclarer ce niveau-là, il faut lui donner une valeur initiale. Vous avez donc la condition qu'il faut vérifier. Tant que i est inférieur strictement à 10, alors comment s'exécute cette instruction? I commence par 0. On compare le i avec le 10. Si i est inférieur strictement à 10, on exécute cette instruction et puis on revient pour incrémenter i par 1. Au départ, c'était 0, il devient 1 et ainsi de suite jusqu'à donc arriver à dépasser cette valeur. Pour le while et le while, par exemple, si while i est inférieur à 5, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher itération et on va incrémenter la valeur de i, sachant que le i au départ, ici, si vous voyez bien, il est initialisé par 0, il devient 1, 2, 3. Une fois qu'on arrive à 5, on sort de la boucle. Le do while, donc il permet d'exécuter cette instruction et par la suite, il permet de faire la vérification. Donc, il y a des situations qu'on va découvrir ensemble où vous allez utiliser l'une ou l'autre. L'essentiel pour la structure répétitive, bah, vous avez donc les possibilités suivantes. On passe maintenant à l'action. Pour notre atelier, on va créer donc une classe sur laquelle je vais vous montrer ces différents concepts. Alors, je vous demande de basculer vers Eclipse. Je vais créer un nouveau projet, donc de type Java Project. Je vais l'appeler atelier. Je n'ai plus besoin des perspectives. Donc voilà la structure de mon projet. Donc je bascule avec vous vers la vue Project Explorer. Ben, vous avez la librairie GRE qui est indispensable dans tous les projets et vous avez votre module si vous voulez. On va créer premièrement notre classe. Ben, clic droit sur SRC, New, classe. On va l'appeler test. Et comme je vous ai dit la dernière fois, vous êtes obligé de mettre votre classe au sein d'un package. Ben, on va l'appeler pack1 par exemple. Et on va choisir la méthode main qui veut dire principale. C'est à partir de cette méthode-là que le système déclenche l'exécution de votre programme. Donc, on va commencer par les types. Je vous ai dit que je peux déclarer une variable de type int. Comme je peux déclarer une variable de type integer. Quelle est la différence entre ces deux déclarations en général? Si je mets x point, ben je me demande de remarquer qu'il n'y a aucune possibilité, il n'y a aucune action que je peux appliquer sur cette variable de base. Quand je mets y point, alors là, je me demande de remarquer que ça diffère. Une fois que je clique sur y point, automatiquement, donc le système, il me propose un ensemble des méthodes et un ensemble d'attributs. OK? Ce qu'il faut retenir, tous les éléments, les types de base commencent par une lettre majuscule. Et tous les éléments, si vous voulez, objets, commencent par une lettre majuscule. La même chose pour les floats. Je peux déclarer float x1. Comme je peux déclarer float y1. Quelle est la différence entre la première déclaration et puis la deuxième? C'est que pour la première,
Le x1 utilise donc un type de base. Le deuxième utilise donc un type objet. Avec la même façon que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, quand je mets x1 point, j'aurai rien. Mais quand je mets y point 1, donc j'aurai un ensemble de propriétés et puis des méthodes. Selon le contexte, vous allez choisir l'un ou l'autre. OK? Une autre remarque, je vous demande de remarquer, une fois que vous déclarez une variable, vous aurez des suggestions de votre éditeur intelligent pour mettre en place une solution qui correspond aux bonnes pratiques en général. Du coup, quand je survole, il va me dire qu'en quoi the value of the local variable x is not used. C'est un avertissement, c'est pas une erreur. Il est là pour vous dire, il faut faire attention, vous avez déclaré une variable qui n'est jamais utilisée. Alors, je vais initialiser la variable avec la valeur 1. Je fais appel à CESU. Dans un premier temps, je travaille avec print, écriture. Je fais appel à CESU, je tape l'abréviation, CTRL espace, automatiquement, donc le système il va compléter le reste. Donc à ce niveau-là, j'affiche écriture 2. Si je mets 2 points pour que vous puissiez voir la différence. Par la suite, je demande l'affichage de X. Et par la suite, je mets donc en place dans système.out.println un message qui est composé. Valeur de X égale, c'est-à-dire que cette phrase, ce message, il sera affiché dans toutes les exécutions. Par la suite, je fais appel à la variable X. Je suis en train d'utiliser donc le symbole de la concaténation qui sera interprété par la façon suivante. Il affiche ce message et juste à côté, il affiche la valeur de X. Alors, une fois que j'exécute, il va me demander un enregistrement. Alors là, je me demande de remarquer, print, il a écrit écriture, 2 points, n'a pas sauté la ligne, puisque la deuxième ligne qu'on vient d'afficher s'affiche juste à côté. Une fois que j'ai demandé l'affichage de X, il m'a affiché la valeur de X. Et toujours avec un saut de la ligne, la dernière simulation, donc qui permet d'afficher le message, valeur de X est juste à côté sa valeur. Comme ça, donc voilà la partie concernant l'affichage et l'écriture pour communiquer des résultats avec l'utilisateur. On passe maintenant à la deuxième situation, c'est la lecture. Ben, je vous ai dit tout à l'heure que vous avez les deux méthodes, BufferedReader et puis Scanner. Donc, on va commencer par la première méthode d'affichage. Donc, je mets ici un commentaire. Donc, à l'intérieur, lecture avec la solution numéro 1. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va déclarer un BufferedReader, un type. Là, je tape donc les 3, 4 jusqu'à 5, si vous voulez lettres. J'appuie sur CTRL espace. Et là, donc, je me retrouve avec les suggestions fournies par notre éditeur. Alors, on va utiliser un BufferedReader. Comme vous savez, lorsque vous voulez utiliser un langage de programmation, vous aurez donc un ensemble de fonctions, un ensemble de sous-programmes à votre disposition. En Java, donc, ces différents programmes sont classés par des catégories qui s'appellent des API ou bien des bibliothèques en général. Donc, il y a une bibliothèque qui s'appelle Java EU. EU, ça vient de output, input, output, puisque là, on sort de notre programme, on attend que l'utilisateur introduise des valeurs pour qu'on puisse les récupérer et puis faire le nécessaire par la suite. On déclare un BufferedReader. Je vais l'appeler clavier égale un new BufferedReader. Il faut le charger au niveau de la mémoire. Et là, donc, on fait appel à new input StreamReader.
on va le brancher par le périphérique par défaut, qui est pour notre cas le clavier. En langage Java, c'est system_in. OK? Donc, on déclare un BufferedReader. Quel est son rôle? C'est lui qui va jouer le rôle de passerelle, puisque vous avez votre programme Java qui s'appelle test.java. Vous avez votre périphérique, ou bien votre hard, votre clavier, et là, vous aurez besoin d'un intermédiaire qui va assurer la communication entre votre programme et le périphérique d'entrée par défaut qui est le clavier de votre machine. Du coup, vous aurez besoin d'un passerelle. Ce passerelle, il est fourni par cette variable ou bien ce type qui est prédéfini. Je vous demande de remarquer que une fois que j'ai ajouté ma variable, automatiquement le système a effectué l'importation nécessaire. Pour dire au système, le BufferedReader dont je parle ici, je ne l'ai pas créé moi-même en tant que développeur Java, mais il fait appel à une bibliothèque qui est déjà intégrée dans le GRE. Et le rôle de cette bibliothèque, faire communiquer votre programme avec votre clavier. Alors par la suite, je déclare par exemple une variable de type. Donc je demande à l'utilisateur de saisir, il utilise par exemple print, saisir votre chaîne. Je déclare une chaîne de caractères avec string qui représente un type de référence comme je vous ai montré tout à l'heure. Je vais l'appeler ch, est égal. Je fais appel à mon clavier. Point. Il y a une méthode readline qui permet donc de lire toute la ligne. Et là, je me demande de remarquer que cette méthode, elle retourne une chaîne de caractères. Il permet de lire les chaînes de caractères. Vous avez read qui permet de lire des entiers. Vous avez readv qui permet de lire des booléens, ainsi de suite. Alors, je vais choisir readline. Et par la suite, j'affiche valeur de ch égale, et là, donc, je fais la concaténation ch. Mais là, je me demande de remarquer la chose suivante. Syntaxiquement, j'aurai aucune erreur, mais le système a souligné donc cette ligne comme quoi, donc c'est pas un avertissement, mais là, il y a un problème qu'il faut résoudre. Quand je survole, il va me dire la chose suivante. Pour utiliser cette instruction, vous êtes obligé de gérer l'exception. Une fois qu'on avance, une fois qu'on développe des objets en se basant sur les apports de l'orienté objet, je vais vous parler de la gestion d'exception en langage Java. Entre parenthèses, une fois que votre programme est développé, sûrement que vous pouvez rencontrer des bugs ou bien des erreurs par la suite. Si votre programme prend en charge les exceptions, ça va faciliter par la suite, au cas où il y a un bug, ça va faciliter donc l'arrivée à la solution rapidement. C'est le rôle des exceptions. Du coup, on va découvrir par la suite qu'en langage Java, il y a des exceptions, il y a des cas où l'exception elle est obligatoire, c'est le cas ici. Pour le moment, on va choisir, donc vous avez deux solutions, on va parler de ça lorsqu'on va attaquer la partie des exceptions. On va choisir Add Throws Declaration. Je vous demande de remarquer que automatiquement, à côté de main, le système il va ajouter la chose suivante. Puisque cette instruction, il peut déclencher une exception d'entrée-sortie. On va la voir en détail lorsqu'on va parler des exceptions. Alors j'arrête, j'exécute le programme. Alors là, je vous demande de remarquer, il affiche donc la première partie de l'écriture. Là, donc, il s'arrête à ce niveau-là. Il m'affiche saisir votre chaîne. Une fois qu'il a trouvé clavier readline, il faut que le programme s'arrête. Il se branche, si vous voulez, en quelque sorte avec votre clavier pour récupérer les données. Alors, je vais lui dire Java, par exemple. Quand j'appuie sur Entrée, il va me dire effectivement la valeur saisie et enregistrée et stockée dans l'adresse mémoire de CH. C'est la valeur saisie par l'utilisateur, c'est la valeur Java. On passe maintenant à la deuxième solution d'écriture. C'est à l'aide de scanner. Alors ici, je déclare une variable scanner. Et là, je vous demande de remarquer que cette variable, elle appartient à une autre bibliothèque.
Donc Java Essuie, on va l'utiliser souvent, donc c'est comme des essuie-guitères. Il contient un ensemble de classes qu'on utilise souvent lorsqu'on développe notre programme Java. Donc je vais l'appeler keyboard par exemple. Je fais appel à scanner. Il faut que le scanner se déclenche en mémoire. Je le branche avec le périphérique d'entrée par défaut qui est le système.in. Je déclare par la suite une variable de type entier, A par exemple. Je demande à l'utilisateur avec ses os de saisir la valeur de A. Je récupère la valeur par notre variable keyboard. Donc j'aurais dû faire A est égal à keyboard, point. Puisque c'est un entier, je me demande, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça diffère d'un élément à l'autre. Vous avez nextInt pour lire un entier, vous avez donc nextByte pour lire un byte, nextShort pour lire un short, ainsi de suite. Alors je vais choisir nextInt et je demande au système par la suite d'afficher valeur de A égale, et là je rajoute le symbole de la concaténation plus. Alors, une fois que j'exécute, encore une fois, il me demande ma chaîne. J'aurais dû faire Java. Par la suite, une fois qu'il arrive à cette instruction, il me demande la valeur de A. Je mets 5. Il va me dire que la valeur de A est 5. Et comme ça, donc voilà la première solution. Et voilà la deuxième solution. Une remarque très importante, le système déclenche un avertissement. Quand je survole, il va me dire le keyboard, la variable que vous venez de créer, is never closed. Toujours pour des fins de performance, de préférence, il faut donc clôturer. C'est quand vous allez désactiver la connexion avec votre clavier. Alors je fais appel à keyboard et puis je fais appel à la méthode close qui permet donc de désactiver la connexion vers le clavier. Quand je réexécute, je me retrouve avec la même situation. OK? La dernière chose, donc on va, ou plutôt on passe à la structure conditionnelle. Donc à ce niveau-là, je vais créer une nouvelle classe. Je vais l'appeler condition. Je le garde dans le même package avec public static void main. Donc je déclare une variable int a. Je déclare un scanner clavier. Je le branche toujours avec system.in. Je demande à l'utilisateur de saisir la valeur de A. Je récupère donc via l'instruction suivante A est égal à clavier.nextInt. Par la suite, donc, je vais faire le traitement suivant. Si A est supérieur strictement à 0, alors dans ce cas-là, CESO A est positif. Else, alors quels sont les cas qui restent? Si A n'est pas supérieur strictement à 0, donc la négation de cette condition, c'est inférieur à égal. Des coups, on doit en quelque sorte séparer les deux situations. Soit il est inférieur strictement à 0, des coups il est négatif, soit il est égal à 0 et dans ce cas il est nul. Donc on va dire si A est inférieur strictement à 0, dans ce cas-là, donc on va générer un message comme quoi A est négatif. Else, si A n'est pas supérieur à 0, n'est pas inférieur à 0, donc il reste que la valeur 0 des coups. Dans ce cas-là, on va générer donc un message
A est nul. Je vous demande de remarquer la chose suivante. Après chaque instruction dans notre exemple, il y a une seule. Après chaque condition, il y a une seule instruction. Vous faites les accolades ou bien vous ne le faites pas, ça revient au même. Mais de préférence, et on parle des normes, on parle des recommandations de la communauté Java, on parle des bonnes pratiques, toujours après une structure conditionnelle bien répétitive, de préférence, il faut délimiter, même s'il y a une seule instruction avec des accolades. Toujours la même avertissement, il va nous demander de fermer bien de désactiver la connexion avec notre clavier. Du coup, je fais appel à clavier.close. Alors, une fois que j'exécute maintenant le programme, je me demande de remarquer, je donne la valeur par exemple 5, automatiquement il va me dire qu'en quoi c'est positif. Je donne la valeur par exemple 0, c'est nul. Je donne la valeur moins 9, c'est négatif. Et comme ça, donc, c'est ça la valeur ajoutée de la structure, si vous voulez, conditionnelle. Le même exemple, on peut le traiter avec le switch dont on a parlé tout à l'heure. Donc, je vais lui dire switch. La variable s'appelle A. Alors, à ce niveau-là, on a combien de cas? Soit est égal à 0, soit il est inférieur à 0, etc. Mais du coup, on va travailler sur un autre exemple puisque le switch, c'est surtout donc il cherche l'égalité de votre variable avec les valeurs que vous allez lui donner. Du coup, le deuxième exemple qu'on va traiter ensemble, à ce niveau-là, je vais lui dire switch A et je définis les différents cas. Case égale à 1, je ferai le traitement suivant. Supposons que l'utilisateur a le droit de donner une valeur de 1 à 7. Pour chaque valeur, je dois lui dire est-ce qu'il s'agit de lundi, mardi, machin, etc. Alors à ce niveau-là, j'aurais dû faire la chose suivante. Ça va être lundi. Je mets les différents cas. Normalement, on a 7 cas. Et bien sûr, je lui demande de remarquer qu'après avoir copié-collé, le système il déclenche un problème puisqu'ils nous disent qu'en quoi il y a duplicata des cas. Il faut pas avoir, donc il faut avoir des cas qui sont séparés. Voilà, donc 3, 4, 5, 6 et puis 7. Donc je mets ici mardi, je mets ici mercredi par exemple. Je mets ici jeudi. Puis vous avez vendredi, samedi et puis dimanche. J'ajoute le default si l'utilisateur donne une valeur qui diffère de cet intervalle. Dans ce cas-là, donc je vais générer un message pour guider l'utilisateur. Le jour doit être entre 1 et 7. Sachant qu'on travaille sur la même variable heure. Alors je vais donner A, je vais lui donner la valeur 3. Je donne plutôt la valeur, je sors de l'intervalle. Je vous demande de remarquer que le A il est positif, c'est normal. Et après avoir exécuté le switch, il m'affiche le default puisque le A sort de la valeur. Je réexécute à nouveau. Je lui donne la valeur 1. Là, je lui demande de remarquer, on est plus sur le résultat voulu. A il est positif, il est dû à la structure conditionnelle sélective. Mais là, je lui demande de remarquer, j'ai donné 1, il m'a affiché de lundi jusqu'à dimanche. Je lui donne par exemple 3, il m'affiche de mercredi jusqu'à dimanche. Seulement pour vous dire, la présence de break est obligatoire. Vous êtes obligé de faire la chose suivante, une fois l'élément trouvé, il faut sortir. Donc break, il permet de dire au système, c'est pas la peine de continuer, j'ai trouvé ma valeur, il faut sortir, il ne faut plus faire le reste. On réexécute maintenant. Quand je donne 1, donc automatiquement, il va m'afficher donc le lundi. Quand je donne le 5, il m'afficher le vendredi, ainsi de suite. Une remarque très importante, c'est que la variable que vous allez
tester à l'intérieur de Switch. Si vous êtes sous la version 1.8 et plus, donc le A, ça peut être un entier, ça peut être un char, ça peut être une chaîne de caractères. Si vous êtes sur une version antérieure, donc le A ne sort pas des entiers et puis des chars. Ici, donc, c'est un entier puisqu'on compare avec 1, 2, 3, etc. Le dernier donc concept qu'on va piloter ensemble, c'est les boucles. Bah, du coup, je vais créer une nouvelle classe. On va l'appeler boucle avec public static void main. Je vous ai dit qu'on peut parler de trois types de boucles. La boucle for, la boucle while et la boucle de while. Si vous avez un traitement répétitif, si le nombre d'opérations qu'on a dès le départ, c'est for. Alors, je fais appel à for, contrôle espace, bah, le système. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un for each qui permet de parcourir et liste bien un tableau. Alors, je fais appel à for. Bah, il va me donner, de toute façon, c'est pas celui-là que je cherche à mettre en place. C'est celui-là, donc use index. Alors, i, il commence à partir de 0. Je déclare une variable i. I est inférieur strictement à 5 et plus. Je demande au système d'afficher ce message 5 fois. Alors, j'exécute. Bah, automatiquement, donc il va m'afficher le message 5 fois. Ça commence de 0 jusqu'à 5. Si je commence à partir de 1, seulement pour vous montrer que la valeur de départ et la valeur finale, ils ont donc une relation. Bah, du coup, si je mets 1, soit je mets ici 6, soit je mets inférieur et égal. Dans ce cas, j'aurai la même situation si vous voulez. OK? C'est-à-dire là, il faut faire attention avec la valeur finale et puis la valeur initiale. Par exemple, ici, quand j'avais mis tout à l'heure 0 est inférieur à 5, il commence à partir de 0. 1, 2, 3, 4, ça fait 5 itérations. Pour la boucle while, donc je peux faire appel à... Ça diffère de la boucle for. J'aurais besoin de déclarer donc une variable qui commence par 0, par exemple. Et là, je vais demander de remarquer la même variable est déclarée autant de fois, sauf qu'ici, on est à l'intérieur de for. Et ici, donc, c'est global à notre main. Tant que i est inférieur strictement à 0, plutôt tant que i est inférieur strictement à 5, ben on va demander au système d'afficher donc le même message. Voilà, donc on va exécuter le programme. Alors là, je vous demande de remarquer que suite à cette instruction que je viens de faire, je me retrouve avec une boucle infinie. Et l'affichage, il ne s'arrête plus. Pourquoi? Puisque là, il faut faire attention. Dans la boucle for, l'incrémentation, ça s'effectue automatiquement. Dans la boucle while, vous êtes obligé de faire le et++ dont on a parlé tout à l'heure. Sinon, donc, le système il va générer donc un résultat où votre boucle doit être une boucle infinie. J'exécute maintenant. Donc voilà donc je peux afficher ici un césou de séparation entre les deux, si vous voulez, types de boucles. Et là, on se retrouve avec la première partie qui contient 5 éléments et la deuxième boucle qui contient 5 éléments. Le dernier type de boucle, c'est le do while. Donc sa syntaxe est la suivante. Je déclare une autre variable, un autre contour, int j est égal à 0. Alors do, j'affiche le message, j'incrémente le j, et je vais dire répéter tant que le j est inférieur strictement à 5. Alors, do while, il permet d'exécuter cette instruction, il affiche Java, il incrémente le j. Le j au départ 0, il devient 1. Est-ce que le j est inférieur à 5? C'est vrai, il va reboucler, ainsi de suite. Donc, je fais la séparation pour vous montrer l'exécution par la suite. Alors, je réexécute. Et là, on se retrouve avec le même résultat pour les trois types de boucles. Sauf, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand est-ce que vous allez utiliser for? Si vous connaissez le nombre d'itérations, c'est la boucle for qui est recommandée.
Si vous ne connaissez pas le nombre d'itérations, vous allez utiliser soit while, soit do while. La différence entre les deux, c'est que si vous voulez vérifier avant l'exécution de l'action, bah, vous allez utiliser while. Si vous voulez exécuter l'action puis vérifier, donc ça va être le do while. C'est ça le concept sur lequel on travaille. Donc voilà en termes des ateliers. La prochaine vidéo, donc, il sera consacrée aux procédures et fonctions qui correspondent au sous-programme à partir duquel vous pouvez donc développer ou bien monter votre solution. Je veux remercier pour votre patience. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poster en dessous de notre vidéo. L'équipe Labo IT Dev à votre disposition pour vous accompagner à la mise en place des compétences orientées IT, orientées Dev et orientées génie logiciel en général. Merci et à la prochaine.